Quelque chose qui... Ça fait partie de mes croyances, puis ça fait partie de ce pourquoi j'ai une entreprise et ce pourquoi je suis entrepreneur. Je crois profondément que c'est par les entreprises qu'on va mener les grands changements de société, que ce soit au point de vue environnemental, économique ou sociétal. Une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 11e épisode, nous recevons Céline Jupeau de Cotemo, objets promotionnels locaux et durables. Nous discutons de la place des entreprises dans les changements sociétaux, de l'importance de ses valeurs et des défis de la pandémie. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Céline Jupeau de l'entreprise Cotemo, qui produit des items promotionnels pour les entreprises de façon durable et responsable, qui correspondent essentiellement à leurs valeurs. Donc, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Bonsoir. C'est un plaisir. Puis Hamza, merci d'être encore une fois avec moi. Merci Louis, et encore une fois, bienvenue Céline pour ce bel épisode de Né pour un gros pain. Super. Donc, on aime bien commencer avec une question typique ici au balado, pour laquelle tu as eu un petit peu de préparation, mais on te prend aussi à vif pour briser la glace. Donc, on aimerait savoir quel type de pain es-tu, Céline? C'est hyper difficile comme question. Surtout avec mon accent, là, vous vous doutez que c'est vraiment difficile. Il y a des pains qui sont en temps, là. Mais je vais te dire... Mais mon pain préféré, c'est le pain aux noix. C'est un excellent choix quand même. C'est un bon choix, ok. Parfait. Mais ouais, un petit pain aux noix, là. Tu sais, comme... C'est un mix avec des petites choses croquantes, un petit peu à droite à gauche. T'as toujours une bonne croûte, puis... Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ouais, et un peu épicé. Oh! Et Je sais pas que c'est... On s'en va dans toute une autre conversation, là. Mais on peut dire un peu ça aussi dans ta perspective de business, c'est que justement, tu rentres dans un domaine assez épicé, justement avec beaucoup d'enjeux, et auquel justement, il faut que tu aies un aspect croustillant, auquel il faut que tu aies une forme de rigide, mais en même temps, dans ta culture d'entreprise, c'est très moelleux parce que la collaboration, la chimie d'équipe est très importante. Wow. Right? C'est super bien dit. Parfait. Et en plus, peut-être t'embaucher pour parler de Cotemo à ma place. Puis justement, en tant que jeune entrepreneur, tu as dû faire tout ça un petit peu, faire face à de nombreux défis, faire ta marque, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts de Cotemo? Comment c'est parti? C'est quoi Cotemo dans le fond? Ouais. Comment tu gagnes ton pain, essentiellement? Je le gagne pas depuis très longtemps, je te dirais, mais Cotemo, c'est parti. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis arrivée au Québec. Puis quand je suis arrivée ici, j'avais tout mon réseau d'affaires à rebâtir. Il fallait que je me fasse des contacts. Donc, j'allais dans des événements pour rencontrer du monde, en tout cas, voir c'était quoi la scène professionnelle québécoise, même montréalaise en tout cas. Puis, j'allais dans des événements, puis j'entendais des grandes entreprises parler de développement durable, de recyclage, d'achat local. Puis, je repartais de l'événement avec une clé USB faite en Chine. Puis, c'est là que je me suis dit, ça fait pas de sens. Tu sais, tu peux pas me dire, toi, grande entreprise, qu'est-ce que moi, citoyen, qui a beaucoup moins de pouvoir d'achat, qu'est-ce que je dois faire ? Comment avoir un meilleur impact environnemental et social quand toi, tu me remets ce type de produit-là? Puis c'est là que j'ai un peu essayé de comprendre c'était quoi cette industrie, parce que je m'étais jamais intéressée à l'industrie de l'objet promotionnel, mais je me suis après rappelée de toutes les bébelles que ma mère ramenait de toutes ces conférences, puis quand ça traînait à la maison, puis tout ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une industrie extrêmement polluante, dont personne s'intéressait, et dont tous les produits étaient plus laids les uns que les autres. Puis moi, je suis designer de formation et j'ai fait mes études en architecture intérieure et design à Paris. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun designer dans cette industrie, en tout cas, le design n'était absolument pas considéré. Donc, c'est là que j'ai commencé à mettre tout ça à faire des liens entre tout ça. Et
et à me dire, on pourrait très bien faire des objets promotionnels faits au Québec par des designers. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Intéressant. Et c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais le nom Cotmo m'attire, je ne sais pas pourquoi. Mais comment c'était le concept justement de la création du branding de Cotmo et pourquoi choisir Cotmo comme nom d'entreprise? Bon, l'histoire, là, la vraie histoire de Cotmo, ça veut dire quelque chose, là, mais le contexte de comment j'ai choisi ça. En fait, à la base, Cotmo, c'est parti aussi d'un projet. J'ai fait le cours de création d'entreprise au HEC. Puis, on avait un exercice sur le besoin, puis il fallait réfléchir aux besoins. Puis, il fallait trouver un nom d'entreprise. Puis, le prof, à l'époque, nous avait donné des petits cues là, de comment choisir un bon nom d'entreprise. Donc là, j'ai mixé tout ça. Là, il était comme, OK, il faut que ce soit 2 syllabes. C'est quoi les sonorités qui se disent dans le plus de langues et tout. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai mis en place. Puis, avec comme des amis un soir, puis un petit peu de bière, j'en suis arrivée à Cotmo pour Quotidien en mouvement, parce que le design a le pouvoir d'égayer notre quotidien, et notre quotidien est constamment en mouvement. Donc, c'était ça, c'est ça que ça veut dire, puis c'est ça l'histoire de comment c'est arrivé. J'aime ça, putain. Très nice. Oh. Très nice. Oh, ouais, c'est vraiment nice. Puis en plus, ça m'amène à mon prochain point, que vous ne manquez pas d'ambition quand même à Cotmo. Puis même quand on présentait l'idée du podcast, où on jasait juste avant, tu avais mentionné Ben & Jerry, puis le fait que les entreprises peuvent être des leaders de changement, qu'ils ont un rôle à jouer dans les changements sociétaux, tout ça. Tu peux nous parler un peu comment ça a parti Cotmo là-dessus? Ben, moi, c'est quelque chose ça fait partie de mes croyances, puis ça fait partie de ce pourquoi j'ai une entreprise et ce pourquoi je suis entrepreneur. Je crois profondément que c'est par les entreprises qu'on va mener les grands changements de société, que ce soit au point de vue environnemental, économique ou sociétal. Puis, il faut se rendre compte que, oui, alors il y a 2 aspects. Il y a la politique qui change, parce que tu as des lois, puis ça évolue, puis ça change notre façon de vivre. Mais les entreprises, par le pouvoir d'achat qu'elles ont aussi extrêmement d'impact. Elles emploient du monde, elles créent des conditions sociales pour ces personnes-là. Elles réinvestissent dans leur société. Elles choisissent qu'est-ce qu'elles achètent et l'impact environnemental que ça a. Elles décident où elles mettent leur argent. Et je pense qu'il y a une responsabilité d'entreprise qui est extrêmement importante. Puis c'est pour ça que, en tout cas, moi, je suis entrepreneur. C'est ce à quoi je crois et c'est ça qu'on veut mener à travers Cotmo. L'idée, c'est d'avoir la meilleure entreprise, le meilleur citoyen corporatif. Donc, c'est tout ça qui nous anime. Puis, c'est aussi un grand terrain de jeu pour nous de mettre en place toutes nos valeurs et tout ce à quoi on croit, puis toute notre vision d'un monde meilleur. On le commence à travers tous les choix d'affaires et d'entreprises qu'on fait. Ouais. Puis ça sonne beaucoup comme le discours de quelqu'un qu'on connaît bien à la BDC, Craig Ryan. Je pense que serais très heureux de t'entendre parler et dire toutes ces belles choses-là. Puis justement, vous êtes une entreprise certifiée B Corp. Peux-tu me parler un petit peu du processus? Je sais que je connais un petit peu à cause de BDC, naturellement, mais je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que toi qui est propriétaire d'entreprise B Corp. Mais alors, justement, j'ai découvert B Corp suite à une conférence que Craig avait donnée avec Annie Rouleau de Baleco. Et en fait, après leur conférence, je me suis dit, ah oui, c'est ce genre. Moi, mon entreprise, il faut qu'elle soit B Corp. C'était comme un objectif. Là. Puis pourquoi j'ai choisi d'être B Corp? C'est parce que, au-delà de tout l'audit social, environnemental, tout l'audit que ça vient faire sur ton entreprise pour s'assurer que tes pratiques d'affaires soient bonnes puis respectent des normes environnementales et sociales, c'est que légalement, quand tu es B Corp, ça dit que ton profit est réinvesti dans l'entreprise pour des projets environnementaux et sociaux. Ça dit que le but de l'entreprise n'est pas un enrichissement personnel des actionnaires. Puis bon, moi, je suis allée chercher ça parce que je me suis dit, si un jour j'ai besoin d'investisseurs autour de la table pour faire grandir l'entreprise, je ne veux pas des investisseurs qui peuvent prendre l'entreprise en justice parce qu'ils n'ont pas assez eu de dividendes à la fin de l'année. Et donc, en fait,
être B Corp, ça vient protéger ta mission et tes valeurs d'entreprise. Puis ça vient de protéger aussi toi en tant qu'entrepreneur pour te dire, bah oui, mais t'es assuré que c'est toujours, t'es le droit chemin, là, tu le suis toujours. Mm-hmm. OK, c'est intéressant parce que je pense, puis c'est pas tous les jours que les entrepreneurs, je pense, l'expliquent comme ça ou nécessairement que même Craig le présente quand il fait les présentations, mais c'est vrai qu'il va arriver à un point où vous allez avoir des choix difficiles à faire d'investissement, tout ça, puis ça va être peut-être le game changer pour garder votre ligne, là, j'imagine. Mais parce qu'il faut comprendre, puis, tu sais, je veux dire, chaque certification a ses qualités, ses défauts, puis chaque certification doit évoluer avec son temps, puis ça, c'est comme... Tu sais, je veux dire, il faut aussi avoir un regard là-dessus, puis comprendre comment tout ça évolue. Puis, il faut aussi comprendre aujourd'hui qu'une entreprise incorporée, là, son but premier est de répondre à ses actionnaires. Et donc, un actionnaire a le droit de prendre une entreprise, de porter plainte, en fait, de la prendre en justice s'il n'a pas assez de dividendes. Donc, à un moment, OK, c'est ça le cadre d'une entreprise incorporée. Donc, qu'est-ce qui vient protéger ça? Donc, pour moi, ça, c'est la chose la plus importante parce que je crois une entreprise, oui, tu mets... Alors, après, chacun a sa vision d'entrepreneuriat, hein, mais oui, une entreprise, elle a un rôle social. Elle a un rôle dans là où elle s'implante. Puis, elle doit comprendre toutes les parties prenantes autour d'elle et comprendre comment elle les intègre, puis comment elle a un aspect bénéfique pour tout ça et pas juste profiter à 2-3 personnes qui en sont actionnaires. T'sais. Puis aussi bénéfique parce que le nom de la certification, c'est Beneficial Corporation. Puis du moins au sens en anglais, beneficial, c'est vraiment que ce soit bénéfique pour la société, pour que ça redonne de la valeur, que ce soit pas juste un coup d'argent, mais bien l'inverse complètement. Là. Et j'ai rajouté un point parce que justement, ta certification B Corp, je l'ai quand même eu assez tôt dans la création de Cotmo. Et on peut même dire que tu as un peu, exemple, été une pionnière dans la certification B Corp au Québec. Mais maintenant, en voyant une émergence justement de plusieurs entreprises, de plusieurs PME qui commencent à l'obtenir, je pense notamment à un de nos anciens invités qui est Solios, à République aussi, l'agence de marketing. Comment tu vois maintenant le Québec et aussi les PME qui commencent de plus en plus à aller dans la certification B Corp? Ben, je pense que c'est super bien. Je pense que, en fait, le plus on est, le plus on va pouvoir avoir un impact positif, puis s'assurer que toutes les PME québécoises travaillent pour un bien commun. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Puis, je veux dire, on s'influence tous parce que chacun a aussi... a plus d'expérience dans... B Corp, ça prend plein de... T'as la gouvernance, t'as l'impact sur les employés, t'as l'impact sur l'environnement, ta communauté, puis tes clients. Puis chacun mène des batailles, là, entre guillemets, mais chacun a une expertise dans différentes choses. Chacun va mener des politiques différentes. Et donc, c'est aussi de l'entraide. Tu peux pas être bon partout. Donc, plus on est à être là-dedans, plus on va pouvoir s'entraider et petit à petit mener différentes batailles pour montrer un peu un exemple après de comme, c'est quoi les meilleures pratiques d'affaires. Tu peux pas mener toutes les bonnes pratiques d'affaires. Il y a un moment, je veux dire, il faut être réaliste. Il faut aussi se rappeler qu'on est des petites entreprises. C'est quoi nos ressources humaines? C'est quoi nos ressources financières? Donc, il faut regarder par rapport à ce qu'on fait et par rapport à notre mission, où est-ce qu'on met notre énergie. Puis, nous, on a développé une expertise dans l'approvisionnement responsable. Puis, on peut, du coup, donner des conseils ou en tout cas aider d'autres entreprises qui sont moins là-dedans, qui vont être beaucoup plus, par exemple, dans leur gouvernance d'entreprise parce que c'est beaucoup plus, je sais pas moi, c'est beaucoup plus complexe par rapport à tous les investissements qu'ils ont. Donc là, eux, ils vont beaucoup plus travailler là-dessus. Moi, la gouvernance d'entreprise, c'est moins... c'est moins important, c'est pas moins important, mais c'est... j'ai moins de choses à faire là-dessus parce qu'on est juste 2 propriétaires. C'est Cindy puis moi, puis c'est tout, quoi. Donc... c'est moins complexe comme sujet. Exact. OK. Intéressant. Puis, on rentre un petit peu dans la section l'argent du beurre en même temps. Puis, je me demandais, est-ce que tu vois on disait au Québec, on est quand même pionnier. Est-ce que tu vois qu'au Québec, on a un petit peu plus une longueur d'avance sur les autres régions? J'ai l'impression que je vois beaucoup de B Corp autour. Mais si on parle juste comme niveau B Corp, là, je parle. Est-ce que tu vois qu'il y a un engouement vers le B Corp? Je ne connais pas les chiffres exacts. Ben,
Je me souviens qu'en 2019, on avait eu un événement là, avec les gens de la communauté B Corp. Puis, on était de mémoire la province où il y avait le pourcentage le plus élevé de nouvelles entreprises B Corp par rapport au pourcentage qu'on était. OK. J'ai aucune idée des chiffres, mais je me souviens de cette donnée-là. Mais c'est sûr qu'à Vancouver, BC, Ontario, c'est là où il y en a le plus. Puis je pense après, c'est le Québec, mais je connais pas du tout les chiffres. Je pense que ce qui est intéressant, je connais moins les autres provinces là aussi, donc je pourrais pas parler pour elles, mais je trouve que ce qui est intéressant au Québec, c'est que il y a certaines entreprises qui sont B Corp, dont les fondateurs sont publics. Tu sais, je pense à Marie-Josée de Prana, qui est dans l'œil du dragon, et le fait que ce soit une femme qui a, comme elle, avec une entreprise B Corp qui soit à la télé et qui soit accessible au grand public, ben ça permet aussi de vulgariser un message. Le populariser, elle devient un peu un porte-parole un petit peu du mouvement, là. Quasiment. Je sais pas si c'est la je ne saurais pas le dire ça, là, mais oui, mais c'est ça. C'est juste que ça permet de faire connaître aussi ce mouvement-là. Puis ce qui est important aussi de comprendre dans ce mouvement, c'est que les critères, ils évoluent. Hein. C'est comme toute une équipe derrière B Corp, puis le B-Lab, qui fait évoluer les choses sur lesquelles ils viennent noter, en fait, les entreprises. Puis, tu sais, les définitions changent, les questions changent, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, c'est un travail en continu. Puis c'est ça qui est passionnant aussi à travers la certification. Et c'est pour ça que, moi, ça m'a beaucoup aidé de le faire très tôt. Parce t'attends une année d'année financière là, pour le faire. Il faut que tu aies une année de chiffres, en fait, à présenter. Et de le faire si tôt dans l'entreprise, mais ça m'a tout de suite posé des questions, à me demander quel genre d'entreprise je voulais avoir. Tu sais, ça te pose des questions sur est-ce que des employés font du bénévolat? Mais j'avais une employée à l'époque, tu sais, qu'est-ce que j'en sais? Mais en même temps, ça te pose la question, OK, mais quand on sera 15, tu sais, est-ce que j'aimerais ça? C'est quoi cette valeur-là de bénévolat que je veux faire rentrer dans l'entreprise? Puis là, tu écris une politique. Mais tu sais, c'est beaucoup plus facile de mettre des choses en place quand il n'y a pas grand monde que de venir ensuite, une fois que tu as beaucoup de monde, dire « Ah, ben on va tout changer finalement, puis c'est de l'adaptation, puis non. » Puis tu sais, la gestion du changement, c'est compliqué, là. Donc, c'est quand même super intéressant de mener ça très tôt parce que ça te fait poser des bonnes questions, puis ça te permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus sur le long terme, puis te dire, OK, mais ce sujet-là, il m'intéresse, mais je ne peux pas le mener maintenant. Par exemple, au début de l'entreprise, tu sais, dans B Corp, ça posait beaucoup de questions environnementales sur les matériaux. Moi, j'achetais pas mes matériaux. J'avais aucun impact. Tu sais, je pouvais dire, je préfère que ce soit ceci ou cela, mais je pouvais pas choisir ma matière première et en même temps, je pouvais pas l'acheter parce que j'avais pas de cash flow pour l'acheter, cette matière-là. Mais je me suis dit, OK, mais quand on aura de l'argent et qu'on va pouvoir acheter notre matière première, je veux qu'on ait un meilleur impact là-dessus. Donc, on l'a fait, mais on l'a fait au bout de 3 ans d'entreprise. Mais au moins, ça te pose la question, puis ça te donne des objectifs, puis ça te guide dans un plan stratégique. Mais c'est intéressant et je veux soulever un débat par rapport à ça. Ce que tu parlais justement, comment la certification B Corp évolue, devient de plus en plus complexe, avec raison, parce que justement, c'est beaucoup plus démocratisé. Mais, tu sais, je mets dans mon cas où j'aimerais, exemple, lancer une entreprise et j'ai une conscience responsable. Mais je vois tous les critères justement du B Corp en ce moment. Et est-ce que justement, ça serait comprenable d'être découragé par rapport à ça pour me dire, tu sais quoi, je vais faire le plus que je peux, pas besoin que j'ai la certification B Corp, parce que j'ai la satisfaction personnelle que mon entreprise roule très bien, que je génère justement de l'argent, mais que je ne suis pas prêt à dépenser autant pour avoir la certification par le principe que justement, je veux m'assurer que ma business survive pour les 5 prochaines années. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui pensent comme ça, qui sont dans ce dilemme-là. Donc, par rapport à ce dilemme-là, comment toi tu te positionnes? Ben, c'est là où on en revient à l'aspect légal de B Corp. Okay. Et c'est là, moi, je trouve le plus important. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui protège légalement ton entreprise contre les dividendes des actionnaires à la fin? Aux États-Unis, tu as un statut. Là, quand tu choisis d'être incorporé, tu as 2 statuts légaux là, qui sont disponibles. Au Québec, tu as juste l'incorporation ou tu es une OBNL. Là. Okay. Comment tu peux être une incorporation qui soit responsable?
légalement. Jusqu'au bout, puis protéger cette pérennité-là aussi. Là. Parce que, Donc, j'entends ce que tu dis, puis je le comprends. Moi, je trouve, après, chacun... Moi, ça m'a donné un guide. Tu sais, je te dirais, si je devais te vendre le truc, je te dirais, 1, ça te protégera quand tu auras des investisseurs, légalement. Puis 2, ça va te permettre de t'assurer que ta vision responsable, tu la perdes jamais de vue. OK. Parce qu'on a tous des bonnes valeurs. Hein. Tu sais, je veux dire, on a tous envie de faire le bien, on a tous envie d'un et tout. Puis à un moment, ah ouais, mais je déroge un peu. Tu sais, c'est comme, je fais un mois sans alcool. Ah ouais, mais juste ce soir. C'est pas grave. Non, mais c'est ça, tu sais, au bout de ligne. Tu sais, qu'est-ce qui t'assure que tu restes sur le droit chemin? Alors, c'est parce qu'à un moment, c'est ça que ça te donne. Ça te donne un guide pour avancer. Puis c'est ça, t'assurer que... Donc ce que je peux comprendre, c'est que c'est vraiment l'aspect légal, justement, de l'aspect B Corp qui garde sa valeur aussi haute et que malgré, justement, les nombreux investissements que tu dois faire, ben, au moins que l'aspect légal, c'est que tu es protégé par la fois par rapport aux investisseurs, comme tu l'as dit, mais aussi, c'est que ça permet à ce que, justement, ton compagnie peut croître malgré les dépenses assez élevées au début pour l'obtenir. Non, mais dépenses élevées, c'est $500 au début. OK, c'est ça au début. OK, parce que, par exemple, pour les personnes qui sont pas assez familières avec les différents processus, c'est quoi les différents éléments à avoir pour obtenir la certification B Corp? Non, mais le prix que tu payes, là, ton... Je peux appeler ça, c'est pas un abonnement, là, mais le prix que tu payes pour la certification, pour le faire, c'est 500. Une fois que tu l'as, d'ailleurs, tu payes une fois que tu l'as, tu payes pas pour faire... Tu ne payes pas pour faire le questionnaire. Là. Tu payes une fois que tu as eu ton stamp. Okay, c'est proportionnel. Le pourcentage est en fonction de ton revenu. Donc, la BDC, elle ne paye pas le même prix que moi. Hein. On s'entend, là. Donc, moi, alors, est-ce que ça a évolué? Puis en plus, là, ils ont fait en tout cas, cette année, on a payé $1,000. OK. Est-ce que $1,000, c'est si cher que ça pour... je veux dire, c'est un abonnement. Enfin, c'est un abonnement, c'est un frais qui te donne aussi beaucoup de ressources et qui te donne de l'information, qui te donne accès à une communauté pour t'assurer que... C'est comme une formation continue sur les meilleures pratiques d'affaires. Hein. Aussi, Donc, tu le vois comme tu le vois. Est-ce que tu le vois comme un investissement ou tu le vois comme une dépense? Puis, c'est un c'est beaucoup de temps, de ressources humaines. C'est ça. C'est plus... si on rattachait un coût, c'est vraiment comme les man-hours que tu mets dessus, là. Ouais. Tu veux bien remplir le questionnaire qui a 200 points quand même. Ouais, mais... Mais ça vaut la peine pour toi, absolument. Non, mais c'est pas besoin de me convaincre. C'est plus exemple que moi, je pose ces questions-là. Non, mais je suis d'accord, mais j'entends ta question, mais je suis juste pas d'accord. non, je comprends. Puis si on le met dans le contexte, par exemple, d'un défi, mettons, que tu as vécu pendant la dernière année qui est inévitable, on va parler du mot qu'il ne faut pas dire, la COVID. Ouais. Tu as dû te réadapter quand même assez rapidement. Si je fais le pont avec B Corp, tu as fait face à un défi de cash flow, tu as fait face à des défis de, bon, on fait quoi? Si je me rappelle bien, selon mes recherches, vous n'aviez pas vraiment d'inventaire à ce moment-là. Est-ce que ça t'a aidé, par exemple, à prendre ces décisions-là, à garder le droit chemin? Puis sinon, comment tu as géré ça? Ben en fait, est-ce que concrètement c'est B Corp qui m'a aidé? Non. Mais la vision B Corp m'apporte une réflexion sur ma vision d'entreprise, puis ce pourquoi je fais ça. Il me donne des outils pour comprendre c'est quoi les prochaines choses qu'on met en place dans l'entreprise. C'est quoi nos prochains combats au point de vue des politiques qu'on va mettre en place au point de vue social pour les employés, puis les prochaines politiques qu'on va mettre en place au point de vue de la gestion de nos déchets. Ça me donne un guide, OK? Puis quand la pandémie, elle est arrivée, tout le monde était comme « Oh my God, qu'est-ce que je fais? » Puis tout. Puis, à un moment, ça m'a ramené en me disant « Mais c'est parce que l'entreprise, je l'avais pas bâtie pour 5 ans, mais ça va faire 6 ans. Je l'ai bâtie pour comme les 25 prochaines années. Qu'est-ce que c'est un an de pandémie sur 25 ans, tu sais? Donc, ça m'a ramené ça parce que je me suis rappelé, ah mais oui, mais c'est vrai que
y a tellement de choses qu'on va faire dans le futur. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire maintenant, mais qu'on fera plus tard parce que c'est ce à quoi on croit. Et donc, ça me ramène dans une vision, en fait, ça m'apporte une vision beaucoup plus durable et sur le long terme de l'idéal de ce que je crois devrait être une entreprise dans notre société. Donc, ça me ramène sur un peu, tu sais, ça me recanalise peut-être. Oh ouais, c'est vraiment la clé, je pense. Autre que le statut juridique qui est super important, qui revient à ça. Ouais. Puis aussi, c'est vraiment intéressant que justement, par rapport à votre virage, il y a énormément d'entreprises qui ont su innover justement durant la pandémie. Puis le fait justement que vous avez adopté un nouveau format par rapport à votre politique de stock, maintenant aussi de sélectionner quelques produits pour planifier en avance, ça, je trouve que c'est vraiment incroyable ce que vous avez fait. Et justement, par rapport à ça, quel a été les plus gros apprentissages que ces derniers mois ont pu te permettre pour ta business aussi, à quoi ça va ressembler? Le plus gros apprentissage, c'est tough comme question. Ou si t'en avais certains à partager, pas nécessairement. Ouais, c'est le plus gros. Merci d'avoir élargi la question. Mais on le fait comme ça. Là. Je pense que ce que la pandémie m'a apporté, c'est qu'elle m'a confortée sur pourquoi je faisais ça. Faut dire aussi que tu as 8 employés aussi dont tu t'occupes. Ouais. On a eu un gros roulement aussi. Ça a été tough à gérer. Parce que pendant la pandémie, tout le monde s'est questionné sur qu'est-ce que je fais dans ma vie, pourquoi, puis c'est quoi le sens de ma vie. Donc, on a beaucoup de temps pour le faire aussi. Exact. Donc, on a toute une nouvelle équipe. On a créé des nouveaux postes. Et en fait, ça a été beaucoup d'ajustements, de changements, de comprendre aussi c'est quoi la prochaine étape de l'entreprise, comment on va grandir, puis quelle équipe tu veux pour aller vers ce changement-là. Puis je pense que ça m'a aussi... Avec Cindy, mon associée, on a une super belle relation d'associés, puis... on est passé à travers ça, puis on vivait des choses à l'opposé. Elle a 3 enfants. Donc, elle a eu 3 enfants à la maison. Un conjoint entrepreneur aussi. Okay, ouais. Moi, j'habite seule. J'habite seule chez moi. Je veux dire, on était à l'opposé de ce qu'on vivait pendant le début le premier confinement. Puis, je pense qu'on s'est tellement soutenus. Je pense que ça aussi, ça nous a beaucoup... ça nous a conforté, je pense, dans notre relation d'associés. Donc ça nous a aussi appris des choses sur nos caractères. Puis ça nous a aussi montré qu'on avait toujours la même vision. Puis ça nous a amené des réflexions. En tout cas, moi, la plus belle réflexion que ça m'a amené, la pandémie, puis que je me dis, j'aimerais ça le faire un jour, ce truc-là. Mais en gros, on se disait, parce qu'on fait tous des plans de risque, là, il faut faire avec gestion de risque. Puis personne n'avait écrit genre qu'il y aurait une pandémie dans ta gestion de risque. Puis là, tu vois un peu tout ce qui se passe dans le monde, puis l'évolution de... Il faut quand même suivre un peu tout ce qui se passe politiquement, les gouvernements qui viennent au pouvoir dans plein de pays différents, puis tout ça, puis tout. Puis là, on parlait de ça avec Cindy, puis on se disait, imagine... là, c'est bien, il y a une pandémie, donc le gouvernement donne des subventions, puis nous aide, puis heureusement qu'il y a eu tout ça pour nous soutenir à travers la crise, mais imagine demain, tu dois aller manifester parce qu'on t'enlève des droits. Imagine demain, tu peux pas aller travailler parce que tu dois être dans la rue pour manifester. Puis c'est ce qui se passe dans certains pays, quand tu regardes ce qui se passe en Argentine, quand tu regardes ce qui se passe en Pologne, il y a des droits qui peuvent nous être retirés. Okay? Puis si demain, toute mon équipe doit être dans la rue, pour manifester contre un gouvernement, c'est sûr qu'il n'y aura pas de subvention gouvernementale pour ça. Qui va payer leur salaire? C'est ma responsabilité d'entreprise de leur payer un salaire. Et donc là, on a commencé à réfléchir à ça, puis on s'est dit, OK, mais comment on va réinvestir notre profit? Puis là, on pensait, OK, c'est quoi les trucs qu'on voudrait développer puis avec ce profit-là et tout. Puis on s'est dit, OK, il faudrait à un moment qu'on ait comme un compte comme d'urgence, tu vois, où comme chaque année, il y aura un pourcentage du profit qui soit mis là-dedans pour, au cas où un jour il se passe de quoi, on peut assurer les salaires. Tu sais, puis, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, moi, je suis libanaise, puis je vois ce qui se passe au Liban, puis tu sais, je connais des gens là, qui payent depuis comme des mois, ça va faire plus d'1 an maintenant,
qui payent leurs employés avec leur argent personnel. C'est fou. Suite aux événements qui se sont depuis octobre 2019. Ouais, puis c'est pas aussi que le gouvernement aide aussi, là, c'est incroyable ce qui se passe avec la corruption du gouvernement libanais. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs PME et chefs d'entreprise qui doivent dépendre par eux-mêmes juste pour la survie de leurs employés. C'est fou la pression qu'ils doivent avoir. Là. Donc c'est ça ta responsabilité, ton entreprise. C'est là où je dis on a tellement une grosse responsabilité en tant qu'entreprise dans une société, puis il faut le comprendre ça. Parce que tu vas pas mettre tout le monde à la rue parce que tu vas pas licencier du. Tu fais quoi? Imagine demain tu dois aller manifester. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être t'as personne qui est en train de vendre, donc t'as pas d'argent qui rentre, mais en même temps on t'enlève des droits. C'est quand même une super belle question à se poser. Mm-hmm. Mais tu vois, la pandémie, moi, c'est au-delà de tout le day-to-day opérationnel qui a été compliqué. Je trouve que c'est ces belles réflexions-là que ça nous a amené avec Cindy. Confort un peu, là, dans le fond. Mm-hmm. On était un peu confortable, on n'assumait pas du tout ces choses-là. Puis quelque chose a touché la planète pas mal également. Là, exact. Peu importe où tu étais sur la planète, tu pouvais être vulnérable, ce qui est quand même nouveau. Quand même, dans le confort qu'on a, on va se dire au Canada, on est quand même bien sur l'échelle planétaire. Puis il y a eu un equalizer un petit peu, dans le fond. Le terme anglais, malheureusement, là, mais qui nous a égalisés puis replacés. Mais je pense que ce qui est intéressant avec ce que tu rapportes, Céline, c'est qu'on prenait un peu nos libertés pour acquis avant la pandémie, comme je peux faire ça, je peux faire ça. Mais là, maintenant, pour la première fois qu'on voit, exemple, tu peux avoir personne après 8 heures du soir. Tu peux pas, exemple, à une manifestation qui te tient à cœur parce que justement, tu peux être en proximité de moins de 2 mètres, etc. Donc là, c'est que maintenant, on prend ça pour acquis. Là, les personnes deviennent de plus en plus informées. OK, c'est quoi mes droits? OK, c'est quoi l'exemple d'entreprise avec qui je travaille? Exemple, c'est Cotmo, c'est une entreprise plus corporative. C'est quoi les implications sociales? C'est quoi les implications en termes de l'entreprise en général qu'ils font? Puis je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'à travers ces derniers mois, c'est vraiment juste une remise en question personnelle, mais aussi juste dans le collectif en général. Et c'est vraiment intéressant sur le fait que toi, tu rapportes de la vulnérabilité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent toujours de l'avant leur point positif. Je suis beau, je suis fort, voici ce qu'on fait. Mais le fait que tu ouvertement promouvois, oui, ça m'a vraiment affecté émotionnellement, ça m'a vraiment affecté toute la culture de l'entreprise. Et on a pu en grandir de ça et tu sais quoi, j'en suis fier. Mais ça, c'est vraiment ça à ton honneur pour le vrai. Merci. C'est vraiment cool. Puis j'étais passé à travers des moments quand même difficiles seul en tant qu'entrepreneur. Co-entrepreneur, mais des fois, on se sent un petit peu seul, je pense, dans l'entrepreneuriat, si je me trompe pas. Ben oui, parce qu'à un moment, avec Cindy, on ne pouvait pas se voir là, pendant 3 mois. En plus. J'étais comme, on n'était plus capable. On était comme, OK, j'ai juste besoin qu'on se voit. C'est dur, puis je pense que c'est très... Puis là, on commence à beaucoup parler de la santé mentale et tout. C'est encore un sujet, je pense, qui commence à être abordé en entrepreneuriat, la santé mentale, mais... Il y a encore un tabou là-dessus. C'est pas parti encore complètement, mais ça fait du progrès énormément. Ouais, bien sûr. Puis c'est difficile, puis il faut en parler. Puis c'est une position qui est en même temps hyper enrichissante, où tu as une liberté de créer incroyable, et en même temps qui est... très dur psychologiquement parce que parfois, t'es juste comme, j'ai aucune idée, qu'est-ce que je fais? Mais cette voie de santé mentale, je pense qu'il commence, comme tu le dis, ça commence à être mis de l'avant. Il y a une personne que je veux mettre en mention par rapport à ça, c'est Martin Hainaut, qui fut un des anciens la direction de CEDO Montréal, que justement, il a vécu sur des problèmes de santé mentale et que là, maintenant, il a changé de position, je pense qu'avec Felix & Paul Studios. Et là, il devient vraiment un porte-parole, il fait énormément de conférences et d'événements. Et le fait d'avoir une voix comme ça, tu sais, en tant aussi qu'étudiant, je pense que ces derniers mois, ça a été extrêmement difficile parce que Zoom, cours, rester chez toi, il n'y a pas cette forme de collaboration. Mais là, avec l'entrepreneuriat, avec la business, maintenant, c'est correct de le dire. Et c'est correct, justement, de chercher de l'aide, etc. Et je pense qu'il faut continuer à mettre ça de l'avant. Et évidemment, c'est certain que le gouvernement peut potentiellement faire plus d'interventions, mais c'est aussi à nous, individuellement, collaborativement, à juste demander de l'aide, à savoir, hey, toi, comment tu vas? Même si c'est, par exemple, ton compétiteur, quoi que ce soit. Exactement. Puis c'est là où on en revient aussi à la responsabilité de l'entreprise dans tout ça. Tu sais, nous, quand ils ont commencé à mettre le couvre-feu, j'étais comme... j'ai dit à mon équipe, j'étais comme, mais c'est pas vrai que... vous allez vous ruer dans les supermarchés en même temps que tout le monde. Là. Genre, vous allez finir le travail, puis vous allez aller faire vos courses à 7h avec tout le monde. C'est comme ça que vous allez l'attraper, la COVID, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, on va prendre des plus grosses pauses lunch, en fait, puis ça va être flexible, puis vous allez pouvoir aller faire vos activités. Puis c'est écrit dans nos courriels. À la fin de nos courriels, c'est écrit,
en raison du couvre-feu, puis de l'importance qu'on accorde à la santé mentale et au bien-être des employés. Entre 11h30 et 14h30, on travaille sur un horaire flexible, donc vous aurez une réponse plus tard. Ah, intéressant. Oh. Ben, un autre chapeau pour quand même avoir pensé à ça, puis d'avoir fait le extra step de faire ça, c'est quand même pas facile. Ben c'est une autre façon de faire, mais c'est tu t'ajustes. Puis c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir une entreprise, c'est qu'on peut choisir de faire ça. Puis on peut choisir de mener ces croyances-là, puis ces batailles-là, de se dire, ben c'est quoi aujourd'hui de travailler dans une entreprise en temps de pandémie, dans un contexte de télétravail, avec un couvre-feu qui vient de nous passer dessus. Enfin, on a on peut tout créer. Puis c'est ça qui est magnifique. Et en même temps, alors oui, on est 8 dans l'équipe, donc c'est 8 vies là, qu'on influence, mais je veux dire, c'est comme une boule de neige un peu. C'est comme eux, on les influence, et là, ils se disent comme, ah ben moi, mon employeur, il fait ça, puis c'est ça qu'on a mis en place. Puis là, t'en parles à tes amis, ah ouais, toi, t'as fait ça, mais nous, ils font pas ça. Puis là, petit à petit, tu viens tu passes ce genre d'idée-là. Tu lances un petit mouvement. Exactement, puis ça va venir influencer, puis ça va faire son chemin petit à petit, puis à un moment, puis tu sais, moi, et puis c'est ça que j'ai dit aux personnes qui sont passées dans l'équipe, puis qui sont parties, tu sais, ma plus grande fierté, là, c'est que vous partez, vous faites d'autres choses, puis tout ça, puis c'est totalement normal, mais c'est qu'à votre prochain emploi, vous soyez aussi exigeant sur vos conditions de travail, puis que vous ayez une référence de c'est quoi avoir un bon employeur. J'aime ça. Et là, je vais passer à un autre volet, parce que, évidemment, tu es une entrepreneur qui est très engagée par rapport à tes valeurs et tes convictions. Et une de tes sources d'influence qui est très importante, c'est justement l'émergence de femmes entrepreneurs. On voit justement des implications avec Femmes-Sort. Aussi, tu as participé aussi avec Dalian Elkel dans le passé à parler du sujet, etc. Parle-moi justement un peu de comment tu vois maintenant la scène des affaires, qu'on voit de plus en plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui sont pleines de confiance à aller dans la scène des affaires et à lancer leur propre projet. Comment tu vois ça et où se réside ta source de fierté? Il reste du pain sur la planche, là. Faut ouais. dire la section. Exact. Il reste du pain sur la planche par rapport à ça. Mais en fait, je trouve ça hyper dur comme question, parce qu'en fait, d'habitude, on fait tellement d'événements, on est tout le temps, puis l'écosystème entrepreneurial est quand même très, très actif, puis il y a plein de conférences et tout, puis là, depuis 1 an et demi, il n'y a rien. Donc ça, je trouve ça un peu difficile de répondre à ça, parce qu'on est moins connectés, je trouve, avec toutes ces femmes qui sont hyper inspirantes, qui mènent beaucoup de choses. Alors, justement, vous avez le magazine, la première en affaires, puis justement, j'avais regardé toutes les entreprises qui étaient classées, puis leur présentation et tout, puis c'est hyper inspirant. Puis je pense que, je sais pas s'il y a plus de femmes ou est-ce qu'on les met plus en lumière. Je pense que ça peut, ça peut se discuter, mais il y a beaucoup de choses qui se font au Québec pour créer des nouveaux... En fait, pas créer, mais montrer des nouveaux modèles d'entrepreneurs. Puis je pense que c'est ça qui est hyper important. Puis c'est de montrer aujourd'hui à des jeunes filles qu'il y a plein de métiers qu'on peut faire, il y a plein de choses que tu peux faire. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a une belle diversité de femmes entrepreneurs dans plein d'industries différentes. Et ça prend de mettre en lumière toutes ces industries-là. Parce que ça aussi, c'est quand même important, là, de montrer cette diversité-là. Femmes-Sort fait énormément pour ça. Il lance beaucoup de campagnes qui mettent en avant des femmes entrepreneurs. Et je pense que c'est juste de continuer tout ça. Puis c'est de le rendre... Je pense qu'il y a encore tout un travail de rendre ça accessible dans les écoles. Parce qu'en vrai, tu as besoin, adolescente, de voir en fait différents modèles de métiers. Tu sais, nous, on a grandi dans une... En tout cas, moi, je me souviens encore, à l'époque, les métiers, c'était médecin, avocat. Enfin, tu sais, c'est des métiers... on ne te présentait pas toute une diversité de métiers, puis tu n'avais pas plein de modèles de personnes autour de toi. Il y a la diversité comme on la connaît, mais il y a aussi la diversité comme d'emplois, possibilités. Tu sais que
je t'ai mentionné médecin, avocat, puis ça me parle beaucoup parce que c'est pas parce que t'es pas médecin ou avocat que t'as pas réussi. Ou il y a plus de modèles vers lesquels on peut s'inspirer, qu'on peut se diriger, qui sont très nobles et même plus cool pour certains. Ça dépend de tes intérêts, tout se vaut. Mais je pense qu'il faut... Moi, je suis très sensible à l'industrie manufacturière, mais c'est parce que c'est ce que je connais. Puis je pense que ça vaut la peine de la mettre de plus en plus en lumière. Ce que je trouve que ce qu'il faut faire attention au Québec, c'est de pas trop... On donne beaucoup de place à l'intelligence artificielle, au secteur des technologies. Il ne faut pas oublier les autres. Je pense que c'est important de... C'est vrai, là, c'est le sujet de l'heure, là, en ce moment. Artificial intelligence, c'est comme un buzzword, dans le fond, un mot-clé. Oui, mais tu sais, il faut se rappeler... en fait... Il peut y avoir de l'innovation aussi un petit peu partout. Tu sais, le manufacturier, c'est une source d'innovation quand même énorme dans le domaine. Je veux pas, tu le pousses un petit peu, là. Ouais, mais il faut aussi voir c'est quoi toutes les industries. Il faut voir toutes les industries parce que toutes les industries créent une diversité de types d'emplois. Tu peux pas avoir que les mêmes grandes entreprises technologiques qui emploient le même type de métier. Les manufactures, elles emploient des personnes qui n'auraient pas forcément des jobs autre part. Il faut dans une société des emplois qui soient différents. C'est pas les mêmes salaires. C'est pas, il faut pas les oublier parce que c'est ça aussi qui crée la richesse d'une province. Est-ce que une de tes sources qui t'inquiète par rapport à l'intelligence artificielle, c'est le risque potentiel de l'automatisation dans le secteur manufacturier? Oh non. Non, OK. Non. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que le gouvernement du Québec mette tout son investissement dans un seul secteur quand il y en a plein qu'il faut valoriser. On veut pas non plus une dystopie où Google et tout, ça soit la seule chose qui soit mise de l'avant, puis pendant ce temps-là, les autres industries s'écroulent ou on se dépend d'autres endroits pour s'installer. Mais c'est aussi qu'au Québec, il y a plusieurs industries où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et ça, je pense que tu en parles notamment. C'est exemple, je pense à l'aéronautique. On est loin du manufacturier, mais l'aéronautique, avant même le COVID, il y avait besoin de 30 000 personnes dans les 3 prochaines années, si je ne me trompe pas. Et là, avec la pandémie, ça a fait encore un autre boost. Puis c'est sûr que on peut attirer des talents étrangers, mais comme tu l'as dit, c'est pourquoi pas on peut former nos talents locaux avec l'éducation. Est-ce qu'il devrait y avoir une réforme dans l'éducation? Ça, je pense qu'on en a déjà discuté dans un de nos épisodes, mais c'est sûr certain que c'est un peu pas normal, à mon avis, qu'on a le même système d'éducation qu'on avait en 1950 qu'on a en 2020. Tu vois, peut-être n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais exemple, dans la structure de base, c'est sûr certain qu'il y a certaines innovations qui se sont mises en place. Mais est-ce que c'est encore optimal? Pas nécessairement. Ouais, puis il y a aussi des changements qui ont été faits pour faire des changements aussi. Je pense qu'au Québec aussi, c'est une chose qui revient souvent. Là. Si un ministre de l'Éducation ne fait pas une réforme, on a comme l'impression qu'il n'a pas fait son travail, mais ça devient un petit peu... Est-ce qu'on ne devrait pas plus se concentrer justement pour faire quelque chose de bien que tout le temps recommencer à zéro avec sa propre sauce? Je ne sais pas ce que tu en penses, Céline. Je vois les yeux rouler. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, quand tu as dit est-ce qu'on devrait avoir aujourd'hui encore en 2021 le même système... moi, ça me fait penser en fait, ce à quoi ça m'a fait réagir, c'est, en ce moment, là, on vit dans un monde qui veut comme juste revenir en arrière. OK, mais quand ça va revenir à la normale, Mais il faut arrêter, là. Ça ne reviendra pas à l'ancienne normale. C'est quoi la nouvelle normalité qu'on veut créer? Puis, comment aujourd'hui on s'adapte avec le fait qu'on vit une pandémie? Qu'on en vivra d'autres, là. C'est pas c'est pas c'est pas celle-là, puis la prochaine, c'est dans 100 ans, là. Non. Je veux dire, à un moment, Donc, comment maintenant qu'on a vécu ça, c'est quoi la nouvelle normalité qu'on crée avec tous les rapports sociaux qu'on a besoin pour évoluer en tant qu'entreprise? Comment on s'assure qu'on reste une société et on ne favorise pas de l'individualisme? Comment on va ramener le bien commun quand on a isolé tout le monde pendant un an? C'est des questions super intéressantes. Et pourquoi est-ce que les gouvernements vont continuer d'agir de la même façon? Est-ce que pourquoi il y a est-ce que le Premier ministre peut aussi gérer une crise comme ça? Est-ce qu'il doit être tout seul? Est-ce que c'est pas lui puis les autres
chefs d'opposition qui gèrent ensemble la crise pour avoir une voie commune. Comment aujourd'hui on va éduquer les enfants en se disant qu'il va falloir créer peut-être plus de distanciation sociale? Est-ce qu'il va falloir repenser tous nos bâtiments scolaires? Est-ce que le télétravail, les gens ont besoin de revenir, de se revoir? Comment tu crées une culture d'entreprise entreprise en équipe quand les gens vont vouloir parfois vouloir maintenant balancer entre le travail à la maison puis le travail au bureau? Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'un ministre de la Santé peut gérer une épidémie, une pandémie, puis peut aussi gérer tous les autres dossiers? Je pense que c'est en Alberta, il y a 2 ou 3 ministres de la Santé maintenant suite à la pandémie. Ouais. Est-ce qu'on va repenser notre système politique? Comment on je veux dire, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on veut se poser ces questions-là qui sont hyper intéressantes et innover pour changer notre façon de faire? Ou est-ce qu'on se dit juste « Ah en fait, on va vacciner tout le monde puis on reviendra en arrière ». Ça va pas se passer de même. C'est vrai. Puis surtout aussi, comme tu l'as dit, il va y avoir d'autres épidémies. Puis on peut pas se permettre de couper à chaque 2 ans des PME et des PME. Et que justement, c'est encore des grosses entreprises étrangères qui viennent ici, qui prennent le gros morceau de la tarte. Là. Je sais pas, c'est the big slice of the pie. Je sais pas comment on dit ça en français. Ça se dit? Je pense que tu l'as dit. Ouais, gros morceau de la tarte. Ouais. Parfait. Je le déclare maintenant. Merci beaucoup. Mais non, mais t'as raison. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une nouvelle normalité. À savoir, moi, personnellement, avec ce que tu dis, je vois beaucoup de points d'interrogation avec le changement politique. Parce que tous les réformes, ça nécessite énormément de travail. Et je pense, en termes de plus réalistique, ça va savoir quelle institution et aussi comment laisser aussi la communauté entrepreneuriale travailler de l'avant. Parce que est-ce que les entrepreneurs doivent absolument dépendre du gouvernement? Ou ils peuvent aussi travailler entre eux ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a aussi une relation de privé puis public aussi, comment on peut jouer? Ça, c'est vraiment une discussion à travers ouvert, mais je pense aussi qu'il ne faut pas aussi dépendre absolument de tout par rapport au gouvernement. Je pense que le privé en tant que tel peut aussi essayer de collaborer par rapport aux nouvelles normes sociales, nouvelles normes responsables et aussi nouvelles normes économiques. D'où des belles entreprises B Corp qui font partie de ce genre Exact. C'est un lead the way. Qui serait peut-être... Ouais, mais c'est parce que oui, mais tu as aussi, le gouvernement te donne aussi comme un cadre dans lequel agir. Ouais, dans le cadre, c'est sûr. Puis, je pense que c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est comment tout le monde travaille ensemble, puis comment on s'influence aussi. Tu sais, comme, est-ce qu'il y a... puis, tu sais, prenons l'exemple de Ben & Jerry, OK? Ben & Jerry, je pense que c'est dans les années 70. Ils ont fondé ça en 70, puis en tout cas, au tout début, tu sais, le mariage gay n'était pas du tout légalisé aux États-Unis, c'était début des années 90 et tout ça. Eux, depuis les années 90, là, c'est le même congé. Si t'es un homme, une femme, un homme, t'as la même chose si tu te maries, si tu adoptes, congé maternité, paternité, t'as les mêmes droits, peu importe ton couple. Okay. Puis, quand la loi est passée en Angleterre, il y a eu des manifestations pour le mariage pour tous. Puis, Ben & Jerry était présent. Puis, ils se sont fait dire sur les réseaux sociaux, « Ah, mais pourquoi vous êtes là? Vous n'allez pas être là et tout. » Puis c'était comme, nous, on est là parce que ça fait depuis les années 90 qu'on met ça en place, comme qu'on y croit, comme que c'est dans nos valeurs et on donne les mêmes droits à tout le monde. À un moment, est-ce qu'il va y avoir des entrepreneurs dans des entreprises, dans des grandes, avec beaucoup d'employés, je pense que c'est là où tu as aussi un impact, quand tu es 100 ou 500, qui vont mener des politiques sociales à l'interne, qui vont ensuite influencer les gouvernements. Tu sais, ça se passe dans les deux sens. Puis c'est ça qui est super intéressant, c'est de se dire... OK, mais aujourd'hui, on croit à cette valeur-là, on passe une politique interne, sociale. Cette politique-là, elle peut influencer le gouvernement, qui peut devenir une norme pour tout le monde par la suite. Mm-hmm. Non, c'est bien dit, puis justement, c'est maintenant pour entrepreneurs, oui, le podcast, mais aussi pour tout intrapreneur. Mais si vous avez, exemple, des convictions, exemple, vous pouvez aider le département de l'ESG, exemple. Je sais que la Caisse des dépôts et placements du Québec, il fait une grosse emphase sur les investissements ESG, le financement responsable qui se passe, mais tu sais, à travers ça, et je pense qu'aussi le gouvernement il va voir, OK,
s'il y a des résultats qui se passent à partir de toutes ces confections-là, mais là, il doit y avoir un changement sociétal en général. Donc, je pense que c'est aussi à la fois à la relève de demain pour les prochains employés, aussi à la structure de chaque organisation à faire un impact. Oui, puis à un moment, parfois, t'as pas d'entrepreneurs qui vont mener des combats, mais qu'il y a dans le public, on va passer une loi sociétale qui va être bénéfique pour tout le monde, puis les entreprises n'auront pas le choix de le faire. Tu sais, je veux dire, il faut le voir comme un travail collaboratif pour créer un monde qui soit plus juste, plus équitable. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je pense que c'est une excellente note sur laquelle je fais là. Je pense, si d'habitude, on demande des conseils ou comment tu vois le futur ou qu'est-ce qu'on pourrait changer, mais je pense que tu l'as si bien résumé. Vraiment. Puis tu amènes une piste de réflexion super excellente que les auditeurs, les affamés pourront utiliser, sur laquelle réfléchir. Mais Hamza, je te laisse la parole. Oui, donc pour bien finir cette discussion, évidemment, on a parlé beaucoup d'une perspective macro, mais évidemment, tu es propriétaire d'une belle compagnie en Cotmo. Donc, nous, c'est toujours un classique. Tu vois la caméra ici. Comment on peut suivre Cotmo? Qu'est-ce qui s'en vient, etc. C'est dans une minute de gloire. Vas-y. Comment on peut suivre? Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est une bonne question. Là, on est encore en pandémie, là, donc on essaye encore de survivre, puis de faire des choses, puis de faire ça. Mais ok, je vais vous donner un petit scoop. Mais si on peut, on verra, dépendamment des réglementations cet été. Mais notre rêve, c'est on aimerait vraiment ça, créer une série vidéo sur nos manufactures. Et donc, on aimerait ça partir tous en équipe, en road trip, puis faire comme tout le tour des manufactures québécoises avec qui on travaille, et de plus, et donner du contenu éducatif sur comment ça se passe, une manufacture au Québec. Donc, ça, c'est un de nos rêves. Est-ce qu'on le fera? On devait le faire en l'été 2020. Clairement, ça s'est pas fait. Est-ce que ce sera cet été ou en 2022? Who knows? Mais c'est quelque chose sur lequel on va mettre beaucoup d'emphase. Donc, je pense que si vous avez envie d'en apprendre plus sur les manufactures, sur de la production, sur la responsabilité sociale, en tout cas, on crée du contenu pour ça. Donc, ça peut être intéressant. T'as piqué ma curiosité, donc j'ai hâte de voir ça. Quoi, tu ne suis pas encore? Non, t'inquiète, je te suis. Franchement. Puis si jamais tu as besoin d'aide avec la portion vidéo, petit self-promote. Studio Machiavel va pouvoir t'aider aussi. Le partenaire officiel du balado Né pour un gros pain. Voilà, donc sinon, on peut tout justement trouver Né pour un gros pain au Studio Machiavel sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et bientôt TikTok. Nouveauté 2021. Puis sinon, c'est pas mal ce qui clôt le balado. C'est ça, donc n'hésitez pas. Je sais qu'on a quand même parlé beaucoup d'enjeux assez intéressants qui peuvent vraiment piquer vraiment votre intérêt. Donc si vous avez des commentaires par rapport à des opinions que j'ai formulées, que Louis a formulées ou Céline a formulées, ou vous voulez continuer la conversation, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vraiment soit des questions ou des opinions directement. Et sur ce, vous pouvez, comme Louis l'a dit, suivre Né pour un gros pain sur toutes nos plateformes. Et sur ce, on se revoit à la prochaine épisode. Ciao! Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.